Accord désaccord avec Gérard Leclerc sur Radio Classique et Paris Première. Rebonjour messieurs, on commence donc par le sondage Elab Les Échos Radio Classique, sondage fait à l'occasion du 4e anniversaire jour pour jour de l'élection de François Hollande à l'Élysée. Le sondage n'est pas très bon parce que François Hollande atteint son niveau le plus bas, 16%, moins 2 points. Et cela malgré, ce qui est étrange, c'est que c'est malgré la série de bonnes nouvelles qui ont été annoncées la semaine dernière. Et cette semaine. Effectivement, François Hollande a sans doute connu la semaine dernière sa meilleure semaine sur le plan économique depuis son élection à l'Élysée, et ce dont on se rend compte, à travers les résultats de ce sondage, c'est que c'est aujourd'hui sans effet sur le jugement que portent les Français sur l'action de François Hollande, puisque seuls 16% d'entre eux se disent aujourd'hui lui faire confiance pour affronter efficacement les problèmes qui se posent au pays. C'est 2 points de moins que ce que l'on avait mesuré début avril, et l'on voit d'ailleurs aussi qu'il entraîne dans sa chute le Premier ministre, qui lui aussi est au plus bas depuis son arrivée à Matignon en avril 2014. Je pense que au-delà des bonnes nouvelles économiques de la semaine dernière, je pense qu'il y a besoin que ces bonnes nouvelles, elles se répètent dans le temps pour que les Français y croient et que ça ait éventuellement des effets politiques, notamment sur le regard porté sur l'action de François Hollande. Et puis je pense que surtout la contestation sur la loi travail, le fait qu'elle soit très largement rejetée par l'opinion, y compris à gauche et y compris par les sympathisants socialistes, n'aide pas le chef de l'État à reconquérir le cœur de son électorat. François Siegel, cette impopularité du président de la République, vous en pensez quoi ? Mais ça fait longtemps qu'on l'observe, ça fait longtemps effectivement que les deux principaux leaders, effectivement, il y a un rejet total absolument de François Hollande et de Nicolas Sarkozy. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre pourquoi. Alors, il y a incontestablement un immense envie d'autre chose, effectivement, dans le pays. Il y a une société qui est totalement en mutation, et je pense que ces gens-là n'incarnent pas, effectivement, cette façon de voir une nouvelle société. Je pense que, François Hollande est effectivement dans le discours totalement, je dirais, néoclassique. En plus, néoclassique avec une tendance un petit peu libérale. Et globalement, c'est pas ce qui se passe. Je pense que les Français ont besoin qu'on leur dise, voilà, il est en train de on leur explique, qu'on les emmène dans un monde qui est vraiment en train de changer. Bon, on en parlera peut-être aussi tout à l'heure. On reviendra tout à l'heure. Voilà. Donc, je crois que c'est ça le problème. Et je pense que ça ne se réglera pas. Et aujourd'hui, effectivement, on le voit avec le succès effectivement d'Emmanuel Macron. Ils sont prêts à saisir autre chose, même sans savoir ce qui se passe. On parlera également d'Emmanuel Macron tout à l'heure. Je vous propose d'écouter Axelle Lemaire. Elle était sur RTL. Elle est revenue sur l'état de la France. Tout va mieux et la perception de nos concitoyens. Et donc, il est important d'expliquer ce qu'on fait, d'expliquer que après les années où on s'est serré la ceinture, et on l'a fait avec beaucoup de sérieux et de responsabilité, aujourd'hui, la redistribution est plus possible parce qu'on a de nouvelles marges de manœuvre qu'on n'avait pas auparavant. Et tout ça, ça ne se sait pas et ça ne se comprend mal. Voilà, Axelle Lemaire, ministre donc du gouvernement de Manuel Valls, et vous l'évoquiez déjà tout à l'heure, Manuel Valls c'est pareil, il baisse, il est seulement à 20%, il perd encore 2 points. Qu'est-ce qu'il explique là ? À peu près les mêmes ressorts d'impopularité que pour François Hollande, c'est-à-dire que le sentiment qu'il n'y a pas de résultat, que ça fonctionne pas. Voilà, c'est-à-dire qu'autant Manuel Valls pendant quelques mois, voire un an, jusqu'à 1 an et demi en gros après son arrivée à Matignon, pouvait se dissocier quelque peu du bilan de François Hollande. Aujourd'hui, aux yeux des Français, le bilan de François Hollande, c'est aussi le bilan de Manuel Valls. Et donc, même si l'exécutif martèle que ça va mieux, aujourd'hui, aux yeux des Français, ça va pas forcément mieux, ou en tout cas, ça va pas bien. En tout cas, ils ne le perçoivent pas. Et donc, ils ne le perçoivent pas, et ce qui, forcément, a des conséquences aussi sur les jugements portés sur Manuel Valls. Et ce qui est d'autant plus préoccupant pour Manuel Valls, c'est que il enregistre un score 20%, on l'a dit, qui est inférieur au plus bas niveau qu'avait enregistré Jean-Marc Ayrault lorsqu'il était Premier ministre. Jean-Marc Ayrault était tombé jusqu'à 22%, Manuel Valls est aujourd'hui à 20%. On voit bien que la situation est quand même particulièrement difficile pour l'ensemble de l'exécutif aujourd'hui. François Hollande n'est pas très sympa, quoi. Il lui met Macron dans les pattes, effectivement. Donc voilà, vous me préparez ma transition, parce que c'est effectivement un autre enseignement de ce sondage. Eh bien, c'est Emmanuel Macron qui continue à monter, sondage après sondage, et qui talonne maintenant Alain Juppé en tête du classement des personnalités politiques. Il est à 43%, il fait un bond de 5 points, au moment où Alain Juppé, lui, est à 44, seulement juste 1 point devant, et lui, il baisse de 3 points. Oui, on voit que là, il y a une dynamique Macron qui se
qui se dessine, alors qu'on avait déjà observé au cours des derniers mois. Je pense que la révélation politique de l'année 2015 aux yeux de beaucoup de Français, c'était Emmanuel Macron, et on voit qu'il poursuit sur sa lancée en talonnant désormais Alain Juppé, qui lui a une personnalité qui, au fur et à mesure que l'on s'approche de la primaire, mais aussi de la présidentielle, eh bien a une personnalité qui clive davantage. Et donc Alain Juppé, qui avait de bons résultats auprès des sympathisants de gauche il y a encore récemment, a perdu des points au cours des dernières semaines, ce qui fait qu'il se fait rattraper par Emmanuel Macron, qui lui a cette particularité d'être plus ou moins populaire à gauche, à peu près plus de 4 sympathisants de gauche sur 10 en ont une image positive, mais qui est surtout très populaire à droite et au centre, puisqu'il est la deuxième personnalité préférée des sympathisants de droite et du centre, derrière Alain Juppé et tout juste devant Bruno Le Maire. François Ségel, comment vous expliquez ce phénomène Macron? J'explique pas, moi je pose des questions. Ça peut être totalement un feu de paille. J'ai aucune information sur la profondeur du phénomène Macron. À la limite, c'est peut-être une question que je poserai à mon voisin. Est-ce que Macron est un phénomène, d'amour par défaut, parce qu'effectivement il y a personne et que d'un seul coup on se focalise effectivement sur les gens qui sont en place? Est-ce que c'est un phénomène, vous vous souvenez, Simone Veil et Bernard Kouchner faisaient toujours partie des personnages préférés des Français, et en fait, dès qu'ils étaient effectivement dans le dur, c'est-à-dire en position d'être, ils n'ont jamais été élus, ou quand ils étaient, sauf au Parlement européen, mais quand ils étaient en position effectivement d'être en place, effectivement les cotes dégringolaient. Donc est-ce que c'est un phénomène, d'amour par défaut, ou est-ce que c'est un phénomène réel? Est-ce que c'est le nouveau héros dont la France a besoin? Il y a sans doute un phénomène d'amour par défaut. Effectivement, on voit bien que les Français sont très, très critiques face à une classe politique qui ne se renouvelle pas. Ou voilà, il y a chez Macron sans doute déjà c'était tout du renouvellement. Personne ne connaissait il y a 2 ans. Du renouvellement, du renouveau, de la jeunesse. Voilà. Il a moins de 40 ans. Il parle aussi clairement et parle directement aux Français. Certes, on l'a pu le qualifier de social-libéral, ce qui d'ailleurs a fait tiquer beaucoup de monde à gauche. Son parcours d'ancien banquier, mais le fait est que ça ne rebute pas non plus une bonne partie des Français qui y voient aussi à travers Macron un certain espoir pour changer la politique, renouveler le personnel politique, faire la place à la jeunesse, à de nouvelles idées. Et je pense que ce qui plaît aussi chez Emmanuel Macron, c'est qu'il a su, même s'il restera à voir ce qu'il en est par la suite, mais il a réussi jusqu'à présent à se dissocier complètement du bilan d'exécutif. C'est-à-dire que c'est quand même paradoxal de voir qu'il est ministre de l'économie et qu'il ne pâtit en rien des jugements très négatifs, voire extraordinairement négatifs, qui sont portés aujourd'hui sur ce sujet-là, sur l'action de François Hollande et de Manuel Valls. Emmanuel Macron, il trace sa route tout à fait différemment, et ça, c'est une force pour lui. Maintenant, effectivement, il y a une faiblesse au sens où reste à savoir dans quelle mesure, effectivement, sa popularité ne se construit pas plutôt par contraste par rapport justement à l'exécutif et à est-ce que ça peut se traduire en intention de vote, j'imagine? C'est aussi une question qui peut se poser, non? C'est quelque chose qui peut se poser, c'est encore un peu tôt, effectivement. François Ségel? Nous, ça fait 3 ans qu'on observe le bouleversement profond qui est en train de s'emparer de la société française. Et on se dit, il est impossible que ce qu'on observe au niveau de la société civile, un jour n'atteigne pas, la société politique. J'ai l'impression que c'est en route, Il y a quelque chose qui est en route. C'est un phénomène de bouleversement nouveau. Et ce qui est très intéressant dans les discours à venir d'Emmanuel Macron, c'est est-ce qu'il va adopter une posture classique de la compréhension de la société française des phénomènes économiques, effectivement, ou est-ce qu'il va avoir une attitude relativement moderne, avec donner plus de pouvoir aux citoyens, sur la société civile, sa position, évidemment, par rapport à l'environnement, On l'attend sur énormément de points qui vont être déterminants. Alors, on regarde un peu ce qui se passe à droite. Alain Juppé, on l'a dit, baisse un peu, mais reste quand même très très loin devant, à 44%. Et Nicolas Sarkozy, j'ai compté, il est en 17e position, avec seulement 22%, et il perd encore 2 points. Oui, effectivement, on voit bien combien le retour pour Nicolas Sarkozy s'annonce extrêmement difficile. On sait dans les enquêtes d'intention de vote qui sont réalisées dans la perspective de la primaire, il est aujourd'hui nettement distancé par Alain Juppé. Alors après, la primaire, ça aura lieu les 20 et 27 novembre prochains, donc il y a encore du temps, les choses peuvent évoluer. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, effectivement, Alain Juppé confirme son ascendant sur Nicolas Sarkozy, que ce soit en termes d'image ou d'intention de vote. Et c'est aussi le cas dans les enquêtes que nous avons réalisées dans la perspective de la présidentielle,
où l'on voit bien qu'Alain Juppé réaliserait aujourd'hui un score nettement plus élevé que Nicolas Sarkozy s'il était candidat républicain au premier tour de l'élection présidentielle. Je pense que là aussi, assez paradoxalement d'ailleurs, mais ça révèle aussi cette envie de renouvellement du jeu politique, et les Français n'ont pas envie, y compris les sympathisants de droite, beaucoup d'entre eux n'ont pas envie de rejouer le match de 2012 en ayant effectivement à choisir entre François Hollande, Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy et j'en passe. Et donc il y a cette aspiration au changement qui favorise paradoxalement Alain Juppé aujourd'hui, dont on sait très bien qu'il a été au premier plan des responsabilités mais c'était il y a 20 ans. Et justement, c'était il y a 20 ans. Donc c'est vrai que quand on regarde aussi aujourd'hui la composition du corps électoral, il y a peut-être sans doute un tiers au moins du corps électoral de la population française qui n'ont pas connu, qui n'avaient pas de conscience politique à ce moment-là, et donc qui n'en ont aucun souvenir. Et donc ce qui permet aussi à Alain Juppé d'incarner effectivement ce renouvellement avec cette promesse pour beaucoup de Français, ce qu'il a fait à Bordeaux, la métamorphose de la Belle endormie, peut-être pourrait-il le faire pour la France. François Siegel sur Nicolas Sarkozy, donc très bas, alors il fait parler de lui régulièrement, il s'est encore exprimé cette semaine notamment sur les questions d'environnement. Ça fonctionne pas. Faut reconnaître qu'il est quand même un peu dur à suivre, Nicolas Sarkozy. Il est capable de faire le Grenelle de l'environnement, effectivement, puis après de dire l'écologie, ça commence à bien faire. Et puis après, il revient sur le nucléaire. Enfin, je veux dire, on a quand même du mal à voir une cohérence, effectivement, dans sa posture. Et puis, on attend aussi un tout petit peu leur programme pour développer la France, parce que globalement, ça fait quand même. C'est pour ça qu'il faut quand même s'interroger un peu. Ça fait quand même des années, de nombreuses années, puis je dirais des mandats présidentiels entiers, que tous ces gens-là, avec beaucoup de bonne volonté, ont des programmes, des investissements, des budgets qui amènent à toujours plus de déficit pour redévelopper la France. Et puis la France se redéveloppe pas. Donc, faut essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Voilà. Donc, je pense que Nicolas Sarkozy, comme beaucoup aujourd'hui, il est assez illisible. La primaire à droite et au centre, on retrouve Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, et les craintes d'Hervé Mariton. Il était sur France 2 ce matin. Il craint une nouvelle guerre, lui, par exemple, comme celle qui existait entre Copé et Fillon. On l'écoute. Moi, j'ai très peur qu'une nouvelle guerre type Copé-Fillon soit réallumée. Non seulement les militants de l'UMP avaient trouvé ça insupportable, mais ça nous a valu beaucoup de critiques de la part des Français. On a besoin, 1, de règles solides, 2, d'ouvrir le débat. Voilà, besoin de règles. Un mot sur ces primaires à droite. On voit qu'elle commence à susciter beaucoup de tensions, notamment sur la question du vote des Français de l'étranger. Est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut un vote papier ou un vote électronique? On voit bien que là, effectivement, les stratégies se mettent en place, les tensions se renforcent. Et je pense que effectivement, c'est quelque chose qui va avoir tendance à aller crescendo au cours des prochains mois. On n'est pas véritablement entré dans la campagne pour la primaire aujourd'hui, ne serait-ce d'ailleurs parce que Nicolas Sarkozy ne s'est pas officiellement déclaré candidat, même si sa candidature ne fait pas vraiment de doute, et que l'on y entrera pleinement après l'été, donc c'est-à-dire en septembre, octobre. D'ailleurs, il faut le rappeler, la liste officielle des candidats qui seront amenés à concourir à cette primaire ne sera connue que le 21 septembre. Parce qu'il faut les parrainages. Voilà. Ce qu'on oublie pour l'instant, il y a 12 candidats, mais il faudra les 20 élus, les 2500 militants, etc. Et compte tenu d'ailleurs des règles de parrainage, il y aura sans doute plutôt 5 à 6 candidats au final. Donc ça veut dire que au moins la moitié des candidats déclarés aujourd'hui ne seront pas sur la ligne de départ. François Siegel, sur ces primaires, à droite c'est intéressant, à droite et au centre? Ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui, c'est qui va aller voter. Effectivement, à ces primaires ne faisant pas partie de l'électorat traditionnel de la droite. Ah oui, et qui peuvent aller, entre guillemets, fausser, en tout cas, influencer le résultat. La loi El Khomri, donc le débat, cette fois-ci, a vraiment commencé à l'Assemblée. Il n'est pas certain qu'il y ait une majorité, même Christophe Sirugue, le rapporteur, a dit que pour l'instant, il n'y en avait pas, il manquait une quarantaine de voix à gauche. Une loi, donc, qui est débattue sous la pression de la rue. Faut-il la voter? Faut-il passer par le 49.3? Écoutez d'abord ce qu'en disait tout à l'heure Razi Hamadi, député socialiste. Il était sur LCI. Ça m'embêterait et ça me décevrait parce que quelque part on serait pris en otage par une minorité. Parce qu'aujourd'hui, je travaille beaucoup avec des parlementaires sur des amendements. Je pense qu'on va avoir un débat de très bon niveau. Vous pensez que vous aurez une majorité ? J'espère que nous aurons une majorité. Je pense que nous aurons une majorité.
Voilà, et en tout cas, il ne souhaite pas donc l'utilisation du 49.3. Alors, cette loi El Khomri, c'est quand même un peu un cas d'école, non? Parce que, et là, je m'adresse à Yves-Marie Kahn, qui suit donc l'évolution de l'opinion publique. Les Français, au départ, étaient favorables à une réforme du Code du travail, et quand on l'a fait, eh bien, il y a 80% qui sont contre. Voilà, puisque l'exécutif s'est pris les pieds dans le tapis, et surtout a commis une erreur de méthode, c'est-à-dire que arguer que il faut faciliter les conditions de licenciement pour que les entreprises embauchent plus facilement. C'est l'argument que disent les chefs d'entreprise. Ils disent on n'embauche pas parce qu'on a peur de pas pouvoir se séparer des salariés le jour où ça va un peu moins bien pour l'entreprise. Peut-être, mais en tout cas, on sait très bien d'expérience que c'est un argument qui est totalement irrecevable du point de vue de beaucoup de Français, en tout cas d'une majorité de Français. Donc s'engager sur ce terrain-là pour vendre la réforme du Code du travail, c'était perdu d'avance, en tout cas sur le terrain de l'opinion publique. Sans doute, y avait-il d'autres pistes à explorer. Je pense que une des pistes, on parle beaucoup effectivement de la précarisation des emplois, et notamment à travers le nombre de CDD qui explose. L'exécutif avait peut-être plutôt à gagner à partir sur l'idée du contrat unique, qui là lui aurait sans doute permis de se constituer une majorité d'opinion publique et de vendre plus facilement ce type de mesures auprès de ses élus. François Siegel, brièvement, la loi El Khomri a été condamnée à être, disons, à passer très difficilement compte tenu de l'État. Effectivement, on sait d'abord la difficulté effectivement dans ce pays à faire réformer. Passer effectivement des lois réformatrices. Hein. On l'a vu avec toutes les lois sur l'école. Bon, compte tenu de l'État effectivement de l'exécutif, c'était effectivement compliqué, même s'il y a des bonnes choses dans la loi El Khomri. Mais voilà, donc c'est vraiment que c'est aujourd'hui effectivement extrêmement complexe. Je ne vais pas dire d'autre chose. Merci messieurs, Yves-Marie Kahn de l'Institut ELAB et François Siegel de Oui Demain. Merci à nos amis de France 24, de France 24 de Paris Première. À venir sur Radio Classique, la bourse, le rappel des titres avant Ève Ruggieri, puis Christian Morin.